Bonsoir et bienvenue dans le Journal de l'Afrique, un journal un peu exceptionnel avec deux gros dossiers ce soir. D'abord, cette enquête de la Revue 21 sur le rôle de l'armée française pendant le génocide des Tutsis du Rwanda. Les documents de l'armée déclassifiés révèlent que les Hutus auraient bénéficié des armes par les soldats de l'opération turquoise. L'auteur de cette enquête est notre invité Patrick de Saint-Exupéry. Bonsoir. Et puis en visite officielle en France après sa rencontre avec Emmanuel Macron, le président malgache Eri Rajanamampian est notre invité. Nous reviendrons évidemment sur cette rencontre et sur les nombreux enjeux de Madagascar, notamment pour sortir le pays de la pauvreté. Bonsoir. Bonsoir. Mais tout de suite, ce titre, sans équivoque, Nos crimes en Afrique. C'est avec ces mots que la Revue 21 interpelle dans son nouveau numéro paru ce mercredi sur plusieurs dossiers qui ressurgissent constamment sur le continent. Le massacre de Tiaroy au Sénégal, la crise au Biafra et le rôle de l'armée française pendant le génocide des Tutsis du Rwanda. Cette dernière enquête est menée par vous, Patrick de Saint-Exupéry. Bonsoir. Bonsoir. Une enquête que vous publiez à la suite de l'analyse des documents de l'armée déclassifiés. C'est une déclassification qui avait été ordonnée par François Hollande et vous avez eu le retour de ces documents. Pouvez-vous nous en donner le détail ? Oui, c'est un retour indirect, c'est-à-dire que pratiquement, que se passe-t-il ? En avril 2015, l'Élysée annonce la déclassification des archives sur le Rwanda. Et puis, quelques mois plus tard, 80 documents sont déclassifiés, mais qui sont de peu d'importance. En revanche, 2 hauts fonctionnaires ont été nommés pour explorer les archives. Et l'un de ces hauts fonctionnaires va raconter, dans un cercle privé, va se confier et va raconter son exploration des archives et sa stupéfaction lorsqu'il tombe sur un document qui indique que ordre a été donné de livrer des armes à ceux qui ont commis le génocide, et ce, vers la fin du génocide, pendant l'opération turquoise qui démarre 3 mois après le début du génocide et qui implique 2500 soldats français. Et ça va un tout petit peu plus loin, ces confidences, et qu'il explique aussi qu'il est tombé sur d'autres documents où des soldats ont fait valoir leur droit des soldats français ont fait valoir leur droit de retrait pour ne pas avoir à appliquer ces ordres qui leur étaient donnés. Et il y a plusieurs documents de ce type-là, et sur ces documents, il précise avoir vu une note inscrite à la main en marge, comme quoi il fallait exécuter les directives, donc armer ceux qui venaient de commettre le génocide. Et quel était l'intérêt pour l'armée française d'armer des Hutus génocidaires à l'époque ? Alors, juste pour terminer, signataire de la note, dit-il, était Hubert Védrine, à l'époque secrétaire général de l'Élysée. Voilà, ce sont ces confidences. Après, l'argument, pourquoi l'armée française... Mais ce sont des confidences ou des documents déclassifiés ? Parce que là, il faut être précis sur l'importance des révélations. Ce sont des confidences de ce haut fonctionnaire qui a eu accès à ces documents qui sont toujours secrets, qui sont toujours enterrés dans les archives, parce que lorsqu'il a constaté l'importance de ce qu'il lisait, il a fait un rapport forcément, et il a dit attention, là ces documents sont extrêmement compromettants, on ne peut pas, ou alors ça risque d'impliquer beaucoup de choses pour les personnalités désignées. Et donc la boîte de Pandore a été refermée, d'où le peu de documents déclassifiés à la suite de l'annonce de l'Élysée. Voilà ce qui s'est passé. Ensuite, pratiquement, c'est pas l'armée française qui est en cause, là c'est l'Élysée. C'est le cœur de l'État français qui est en cause. Et c'est ce que disent ces documents. Et ces documents sont confirmés par un certain nombre d'autres choses. Lorsqu'Hubert Védrine... C'est de nouvelles accusations, parce que vous êtes auteur et vous avez souvent enquêté sur le génocide des Tutsis du Rwanda. Dans votre livre paru en 2004, L'inavouable, vous êtes à charge contre l'armée française. Et là aussi, on va être à charge contre l'Élysée ? Je ne suis pas à charge. Je raconte les confidences. Je note aussi qu'en avril 2014, lorsqu'Hubert Védrine est auditionné par la commission de défense de l'Assemblée nationale, il est interrogé sur des livraisons d'armes après le début du génocide. Et il confirme qu'il y a eu des livraisons d'armes. Donc, il va même jusqu'à dire que ça n'a rien à voir avec le génocide, ce qui est quand même un propos assez stupéfiant. Et justement, alors pour revenir sur le terrain, quel pouvait être l'intérêt à l'époque de l'Élysée d'armer ces génocides? Alors là, je vais reprendre les mots d'Hubert Védrine, qui est quand même celui qui est le mieux à même de porter les arguments. Et lui énonce un discours reposant sur l'engagement de stabilité de la France par rapport à ses alliés africains. Autrement dit, si un régime chute, tous les autres régimes alliés à la France risquent de chuter. D'où cette fidélité au gouvernement rwandais à partir de 1990, pendant le génocide, lorsque les extrémistes hutus dirigent le génocide, et encore après, au nom de cet argument qu'Hubert Védrine répète inlassablement, aussi bien devant le Parlement que dans toutes ses interventions officielles. Voilà le discours
politique français, en tout cas la justification de celui qui était au cœur de l'Élysée pendant l'événement. La difficulté, c'est que le régime rwandais est tombé et que ça n'a eu aucune incidence sur les autres régimes soutenus par la France. Donc c'est un échec, et c'est un échec sur tous les plans. Et comment pourrait se poursuivre l'enquête Est-ce que vous pensez qu'avec le nouveau président Emmanuel Macron, d'autres déclassifications de documents pourraient être demandées? Est-ce que la boîte de Pandore peut se rouvrir? Écoutez, ça fait plus de 20 ans que des associations, des historiens, la justice française demandent accès à ces archives. Ça fait 20 ans que ces archives reposent férocement protégées. Donc il se pose de manière évidente aujourd'hui la question de l'ouverture de ces archives. Et je crois que c'est de cela aujourd'hui qu'il est question. Merci Patrick de Saint-Exupéry pour vos éclairages. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de l'enquête dans la revue 21. Et le titre, c'est Réarmez-les. Réarmez-les, parce que telle était la directive donnée à l'époque aux soldats du Turquoise. Merci d'avoir été notre invité sur France 24. Dans un instant, je vous l'annonçais en titre, l'interview avec le président de Madagascar. Mais tout de suite, quelques brèves sur le reste de l'actualité au continent. Et on va rester dans la région du Rwanda pour parler du Burundi voisin, avec cette première visite ce mercredi de l'envoyé spécial de l'ONU, Michel Kafando. Il doit rencontrer le président Nkurunziza et le ministre des Affaires extérieures. Le but, sortir le pays de la crise politique. Et puis en Libye, 7 membres d'une mission de l'ONU ont été libérés sains et saufs après avoir été enlevés par un groupe armé à l'ouest de Tripoli. Jamais 203, après Alassane Ouattara et Macky Sall, le 3e chef d'État africain reçu par Emmanuel Macron depuis son élection. C'est notre invité, Heri Razandramanpiane, président de Madagascar. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes aussi venu avec la casquette de président de l'OIF, l'organisation de la francophonie. Alors vous étiez cet après-midi avec le président Macron. Pour l'instant, rien n'a filtré sur vos échanges. Est-ce que vous pouvez nous donner la primeur de ces échanges ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Écoutez, c'était d'abord une occasion pour nous de féliciter le président Macron pour son élection à la présidence de la République française. Et aussi, c'était une occasion de faire le point sur les relations entre les deux pays. Ce sont des relations très anciennes, très fortes, chaleureuses, je dirais. Et il était temps, avec le nouveau président, de voir un peu les choses en perspective et de renforcer cette coopération entre les deux pays. Justement, vous parlez d'aide et de coopération. Quel travail avez-vous fait jusque-là avec la France pour le développement de Madagascar ? Écoutez, je vais vous donner quelques indicateurs. La France est bien présente à Madagascar sur le plan économique. Les grandes entreprises françaises sont présentes à Madagascar. Nous sommes en train de faire une extension de l'aéroport international de la capitale, par exemple, et un autre aéroport dans une autre ville du nord-ouest. Mais c'est Bouygues, c'est Colas, c'est Aéroport de Paris qui sont dedans. Mais la France n'est plus le premier partenaire de Madagascar, dépassé, entre guillemets, par la Chine. Pourquoi continuer quand même à maintenir cette relation forte avec la France? Oui, parce qu'on parle de chiffres. On parle de chiffres, c'est vrai, la France n'est pas le premier partenaire, mais en termes de présence, il faut dire que la France est bien présente à Madagascar. Oui, mais je pense, Monsieur le Président, qu'en termes de coopération, il y a aussi un échange et pas seulement une présence qui est demandée. Comment est-ce que vous voulez que cette présence française évolue? Est-ce que vous demandez une aide au développement? Non, mais c'est vraiment l'objet de la discussion avec le nouveau président. C'est de voir comment on pourrait faire évoluer cette coopération, cette collaboration entre la France et Madagascar. Il y a, comme vous le savez très bien, des moyens, des voies traditionnelles avec les bailleurs de fonds, j'allais dire traditionnels, avec l'AFD et tout ça. Mais je pense que le plus important, c'est d'encourager aussi l'Agence française de développement. Mais le plus important aussi, c'est d'encourager les investisseurs français privés à venir à Madagascar
Et je pense que ça, c'est très important. Je l'ai toujours dit, Madagascar aujourd'hui, c'est une terre d'opportunité. Donc, Madagascar est ouvert à tout le monde. Pourquoi pas aux investisseurs français? Alors, vous encouragez beaucoup cette semaine, Monsieur le Président, puisque lundi, c'était la fête nationale malgache. Et lors de votre discours à la Nation, vous avez dit « C'en est assez de la pauvreté, de la manipulation de population, de la violence, du terrorisme, de la déstabilisation. Ensemble, nous devons enclencher la vitesse supérieure. » Concrètement, qu'est-ce que vous demandez à votre population, aux Malgaches? Est-ce que ce n'est pas justement vous, Président, qui devez impulser ce changement et ce sursaut? Mais bien sûr, le président le fait tous les jours, c'est son rôle. Vous savez très bien, il faut savoir d'où est-ce qu'on est parti. Donc Madagascar a célébré justement le 57e anniversaire de son indépendance, mais ces 57 ans ont été jalonnés de crises politiques, cycliques, accompagnées de crises économiques et sociales. Tout cela, pour des raisons généralement politiques. Moi, je disais qu'on avait 13 chefs d'État, 6 seulement ont été élus à travers des élections. Mais aujourd'hui, les indicateurs sont toujours dans le rouge, Monsieur le Président. Vous avez 92% de la population malgache qui vit en dessous. C'est pourquoi je dis qu'il faut voir les choses en perspective. En perspective, il faut voir ça dans un continuum. D'où est-ce qu'on est parti? Si vous dites des chiffres rouges, ils étaient comment hier? Ils sont comment aujourd'hui? Non, je ne le crois pas. Je ne crois pas que c'est plus rouge que rouge. Il y a des efforts. Je vous parle tout simplement de taux de croissance aujourd'hui. On est parti de très loin. Aujourd'hui, il reste faible. Le chômage est important. Mais bien évidemment, mais on ne peut pas tout construire et tout faire en une journée. Mais moi, je vous dis, on est parti. Aujourd'hui, on est à 4% et un peu plus de taux de croissance. On vise 6% de taux de croissance. Mais quel secteur voulez-vous impulser? Écoutez, il y a plusieurs secteurs, mais pour ne vous citer qu'un secteur le plus important, c'est l'agriculture, où 2/3 de la population travaille. C'est une agriculture qui est restée archaïque. Donc aujourd'hui, il faut la tourner vers le marché. Il y a le problématique du prix de la vanille actuellement. Il y a le problème aussi pour l'agriculture de la biodiversité avec la déforestation. Comment est-ce que vous luttez contre ça? Ça, ce sont des sujets qui sont là. Mais je pense qu'il faut se focaliser sur l'ensemble du problème. Donc, c'est la stratégie d'ensemble. Lorsque je vous parle d'agriculture, c'est une agriculture aujourd'hui qu'on devrait développer vers plus de productivité, avoir plus de valeur ajoutée. Vous parlez à juste titre de vanille, donc il faut que ça apporte plus de valeur ajoutée. Il ne faut pas exploiter tout simplement la vanille verte, par exemple, pour en extraire. Il faudrait que Madagascar travaille sur le produit vanille plutôt que d'envoyer que de la matière première, c'est ça, par exemple? Non. Moi, je parle d'idées. Je veux dire que l'important, c'est d'aller vers une augmentation de la valeur ajoutée, de transformer, ne pas rester dans cette, situation traditionnelle où on produit pour consommer. Maintenant, les marchés sont là. Les marchés au niveau de l'océan Indien, de l'Afrique, du monde. Donc maintenant, il faut aller affronter ces marchés-là, affronter avec la concurrence, développer plus de technologies. Et je pense que c'est ça qui est important. Monsieur le Président, comment affronter justement les marchés dans un environnement qui n'est pas très sain à Madagascar, puisque selon l'ONG Transparency International, Madagascar reste un des pays les plus corrompus. Mais c'est un défi. C'est un défi aussi. Moi, je veux dire, c'est pourquoi je dis il faut voir ça dans un continuum. C'est-à-dire que tous les jours, on a des défis à faire. Vous avez beaucoup de défis. Quelles sont vos priorités? Oui. Non, mais je veux dire, la corruption dont vous parlez, c'est un aspect important. Il y a d'autres aspects aussi, le social, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'économie. Nous allons devoir construire les infrastructures, nous allons devoir développer des secteurs comme le tourisme. Mais sur la corruption, comment est-ce que vous réglez le problème de la corruption? Des fois, même au sommet de l'État, qui gangrène aussi ce développement que vous voulez à Madagascar. Écoutez, comme je le disais tout à l'heure, ça ne se fait pas en un jour. Il y a des mécanismes institutionnels, il y a des structures à mettre en place. Mais je pense que le plus important, c'est de faire de la pédagogie aussi, de dire aux gens que, voilà, c'est ce qui a gangréné la situation de la société. Il faut qu'ensemble, on lutte contre cela. Mais la corruption est
je veux dire, existe et persiste là où il y a de la pauvreté. Donc il faut lutter contre cette pauvreté aussi. C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut développer l'économie. Il faut développer l'économie pour apporter plus de bien-être à la population, créer des emplois pour la population. Et je pense que c'est au fur et à mesure de ces développements-là qu'on va pouvoir réduire la corruption dans un pays. Merci. Eri Raziane-Amampian, président de Madagascar, merci d'avoir été notre invité pour le Journal de l'Afrique un peu exceptionnel. Merci à vous, Patrick Saint-Exupéry, d'avoir été notre invité. Et merci à vous de nous avoir suivis sur France 24. Restez avec nous, l'info continue.